enregistrement. Alors, n'hésitez pas à me dire bonjour dans le chat pour voir si vous êtes bien là. Comme ça, vous pourrez me poser des questions si nécessaire. Je l'ai sous les yeux cette fois-ci. Je n'ai pas besoin de secrétaire. Non. Je te remercie. Alors, c'est parti. Donc, on est au TD3 sur les boucles, du coup. Alors, ça fait peut-être un peu longtemps que vous avez votre cours. Peut-être qu'il y a 2 semaines, là. Bon, bah, c'est parti. On va réviser ça. On fera l'interro à la fin. Bah, c'est parti. Alors, il y a un certain nombre d'exos qui sont déjà, a priori, déjà corrigés. Donc, celui-là est déjà corrigé, donc je vais le passer. Mais je vous invite fortement à aller voir hein, comment ils sont, comment sont faits ces exos. Donc, essayez de les faire et ensuite, évidemment, regardez la correction pour vérifier ou voir si vous êtes trompé. Hein. En sachant que si vous faites les exos sur Mister Python, en général, vous savez tout de suite si vous êtes trompé ou pas. Si vous avez fait juste, a priori, Mister Python, il vous dit rien. Si vous avez fait les bons tests et tout ça, il y a quand même une forte probabilité pour que ça soit correct. Donc, celui-là a été corrigé, je passe. Hop, question 3. Alors, il y avait la fonction mystère, c'est corrigé aussi, donc je vais la passer aussi. Nombre premier, c'est corrigé, je passe. Et on va passer au calcul du plus petit multiple commun. Donc, cet exercice sur le plus petit multiple commun illustre la phase de réflexion préalable nécessaire à la résolution d'un problème de calcul répétitif. Bon, bref, une boucle. Donc, sans utiliser l'opérateur... C'est quoi cet opérateur? Il s'appelle comment? C'est quoi son petit nom? C'est modulo, oui. Donc, c'est le... En français, c'est le reste de la division entière. Ni l'opérateur slash slash, là. Et slash slash, c'est division entière. Tout à fait. Donc, donner définition de la fonction reste, qui étant donné un entier naturel A et un entier B, on voit le reste de la division euclidienne de A par B. Là, il y a quelques exemples. Évidemment, le reste de la division de 11 par 4, ça fait 3. 21 par 7, ça tombe juste. Hein, le reste, il vaut 0. Et le reste de la division de 0 par 3, c'est 0 aussi. Bon. Donc, ça, c'est la question 1. Donc, maintenant, c'est le moment d'avoir des idées, en fait. Donc, on n'a pas le droit à ces opérateurs-là. Donc, disons que c'est encore plus simple. Ces opérateurs-là, des fois, ils vous font un peu peur. Hein. Maintenant, on n'a même pas besoin. Bon, encore faut-il se souvenir ce que c'est quoi le reste d'une division. Donc, avec 11 et 4, là, comment vous trouvez que le reste de la division, c'est 3? Voilà. Donc, c'est ça, diviser. Hein. Diviser 11 par 4, c'est retirer 4 autant de fois qu'on peut. Et le nombre de fois qu'on l'aura retiré, c'est ça, la division. Et ce qui reste à la fin, bah, c'est le reste. Donc, comme tu l'as dit, on va essayer de retirer 4. Jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que quoi? Ouais, on peut faire ça. Si elle devient négative, on me dit, on les retire jusqu'à ce que ça devient négatif. Et quand ça devient négatif, bah, on reprend la précédente. Mais peut-être qu'on pourrait peut-être s'arrêter avant pour l'avoir directement. Voilà. D'accord. Donc tant qu'il est, comment on va dire? Donc, on m'a dit que tant qu'il est inférieur au diviseur, mais la boucle, ça va être, on va continuer tant que il est supérieur, alors strictement supérieur ou égal. C'est là que ça devient important, quoi. Tant qu'il est strictement plus grand que le dividende, tant que le nombre qui nous reste en fait quoi est strictement plus grand que le diviseur, à ce moment-là, on continue. Bon bah c'est parti, écrivez-moi ça. Et les 3 qui sont connectés là, regardez le stream, vous pouvez aller dans le chat aussi. Je passe dans les rangs.
Écris ta précondition plutôt en Python, en fait. Tu n'utilises pas ce signe-là, supérieur égal, en Python. Alors, attention pour les quand vous écrivez, la plupart d'entre vous a déjà écrit la déclaration, le def, hein, la signature de la fonction, ses préconditions, etc., quoi. Donc tout ce qui constitue sa spécification. A priori, là, ce qu'on vous dit, donc la fonction s'appelle rest. C'est des entiers naturels qui sont paramètres. Il y en a combien dans paramètres? A priori, 2, c'est ce qui est écrit là, et ça renvoie le reste de la division qui est de quel type? Entier aussi, hein. D'accord? Donc on aura deux entiers en entrée et un entier en sortie. Et il y a quand même des préconditions, et les préconditions, elles sont données dans l'énoncé. C'est lesquelles? C'est que l'entier, il est naturel. Donc comme il est naturel, la condition, c'est qu'il est supérieur ou égal à 0. Et après, il n'y a pas d'autres préconditions, hein. Dans l'exercice, c'est dans l'énoncé, on vous a pas donné d'autres restrictions. Donc c'est ça les vraies préconditions. Tu voulais demander quelque chose, hein? C'était quoi en fait ta question? D'accord. Ok, donc ça c'est la question 1 de l'exercice 3-4. Def avec un D minuscule. Alors, elle s'appelle rest. Donc elle prend en paramètre ce qu'on a dit, un entier A par exemple, de type int, un entier B de type int, et ça va renvoyer ce qu'on a dit, un int, parce que le reste de la division, ça va être un int. On n'oublie pas les deux points ensuite. Alors la condition que vous avez mis, c'est tant que... Alors, j'ai déjà fait la spécification, je vais trop vite, hein. Donc, précondition, on va en mettre qu'une seule. Enfin, essayez d'écrire la précondition sur la forme d'une expression booléenne en Python correcte, hein. Enfin, essayez. Faites ça pour avoir les points, sinon vous avez des points en moins. Donc, la précondition, c'est comme ça, les entiers A et B sont des entiers naturels. On va dire A doit être supérieur ou égal à 0. Et, donc écrivez bien supérieur ou égal de cette manière-là. Et B, strictement. Alors, donc ça c'était pas donné, effectivement, j'ai parlé un peu vite tout à l'heure, c'était pas donné dans l'énoncé. Si, c'était donné dans l'énoncé? Si, il avait dit non nul? Ok, bon, alors c'est parfait. Donc je remets ce que j'ai dit, c'est que c'était bien dans l'énoncé. Donc en général, les préconditions, elles vous sont données dans l'énoncé. Donc vous décryptez juste le texte pour les avoir, hein. Bon, alors retourne blablabla, donc ça je l'écris pas. Hein, en contrôle, on vous demandera jamais de l'écrire. En revanche, quand vous êtes en TP, là vous pouvez le faire, hein. C'est juste un copier-coller vite fait, quoi, de l'énoncé. Ok, donc maintenant c'est bon, j'ai toute ici, hein, ce qu'on appelle, j'ai écrit là toute ma spécification. Et en particulier, cette première ligne ici, là, elle, ça s'appelle la signature.
C'est écrit ou pas? C'est bon? Ah bah, tu vas pouvoir me dicter, c'est très bien. Alors, t'as commencé par quoi? Ah, t'as pas réussi en fait? Ouais, d'accord. Voilà, on sait qu'on aurait une boucle tant que, avec une condition là. Ensuite, un peu plus loin, donc là on écrira une condition, tant que, et puis on écrit une expression booléenne qui fait que ça va tourner tant que c'est vrai, tant que quelque chose, et puis là, en décalé ici, je vais écrire ce que je veux répéter. Et une fois que ça sera fait, là, j'écrirai, je renverrai mon résultat. Alors c'est quoi votre condition? Il y a quelqu'un qui a écrit une condition ou pas? Tant que R, donc tu as une variable R en plus. Oui, et toi, c'était quoi ta condition? Tant que A est supérieur à B? D'accord. Alors, c'est pour ça que je demandais, parce que tant que A est supérieur à B, strictement, hein, bon, c'est bien, mais en fait, vous n'avez pas le droit de faire ça. Parce que vous n'avez pas le droit de modifier A. D'accord? Parce que toi, dans ta boucle, tu as modifié A. Donc, dès que c'est des paramètres, ici, vous n'avez pas le droit de les modifier. C'est une restriction de Mr Python. Après, vous n'avez jamais le droit de modifier vos paramètres. Voilà, exactement. A égale, A reçoit, hein, c'est interdit. On n'a pas le droit de le changer. C'est une restriction juste de Mr Python, c'est pas une restriction de Python. Mais voilà, donc c'est comme ça. Donc la solution, elle n'est pas très compliquée. Qu'est-ce qu'on va faire? Si tu n'as pas le droit de modifier A, tu vas faire quoi? Toi qui voulais modifier A. Et Coco, qu'est-ce que tu vas faire maintenant que tu ne peux pas modifier A? C'est quoi la solution? C'est toujours une solution. Bah, on prend une autre variable, oui, et puis on va lui donner la valeur de A au départ, et puis comme ça ferait comme si c'était A, quoi. Et bon, on va l'appeler comment? Parce que comme c'est celle dont on va tout retirer, et à chaque fois on regardera ce qui reste, on va l'appeler directement reste. Bah, pas par reste, parce que c'est déjà le nom de la fonction, mais un truc du genre R. Donc, comment on déclare une variable? R, deux points, son type, donc c'est un entier. Je l'initialise, reçoit A. Et je vais dire, donc du coup, tant que R est strictement plus grand que... Ah non, oui, non, là c'est supérieur ou égal. Oui, il faut que je continue de lui retirer si c'est égal, oui. Donc, tant que R est supérieur ou égal à B, je retire. Donc, R reçoit R moins B. Donc, quand je sors de ma boucle ici, là, je suis sûr que quelle propriété R a quand je sors de ma boucle ici? Voilà. Là, R est strictement inférieur à B, hein. Quand vous sortez de la boucle, ça veut dire que cette condition-là est devenue fausse, et donc, si elle est fausse, c'est que R est strictement inférieur à B, hein. Ce qui est bien la définition du reste dans une division. Une fois qu'on a retiré plusieurs fois B, ça donne ça. Et ensuite, il n'y a plus qu'à renvoyer le résultat. Return R. Alors, je regarde juste s'il demande des jeux de test. Non. Alors les jeux de test, a priori, vous pouvez faire les mêmes que ceux qui étaient là, qui vous ont donné dans l'énoncé. On va voir, on va en faire un certain nombre. Alors, jeu de test, assert, rest. Voilà. Un petit test où ça tourne juste. 21 par 7, ça doit faire 0. Un autre où ça tombe pas juste. Bah, je sais pas. 13 divisé par 3. 3 fois 4, 12, il reste 1. Et puis un autre, vraiment, c'est le cas, un petit cas limite, je ne sais pas. Ouais, ou avec un 0 par exemple. 0 divisé par 1, il reste 0. Voilà, des trucs comme ça. Donc, s'il y a besoin d'un jeu de test, on vous le dira dans l'énoncé.
D'accord? Donc retenez bien, ne mettez pas des enfin, parce que sur les interros de la semaine dernière, ceux qui sont, qui sont à distance, vous pouvez m'écouter, hein. Il y en a plein qui écrivent des D majuscules ici, là, mais ça, vous allez perdre des points. Qui mettent des while ou des return avec des R majuscules ou W. Ça, pareil, c'est des points en moins, quoi. Et c'est des points perdus vraiment de manière très bête, quoi. Ou sinon, des 2 points qui sont oubliés, ou des virgules, ou des. Voilà. Alors, ça, c'est vraiment. Tous les petits trucs de syntaxe comme ça, c'est vraiment la base, quoi. Ça, faut pas écrire n'importe quoi, hein. Vous avez une carte de référence aussi où il y a un certain nombre des petits bouts de code d'instructions Python qui sont écrites dedans, quoi. Bah, vous l'avez en plus sous les yeux la manière de bien écrire les choses. Donc c'est pas, on va pas vous demander de l'approximatif, quoi. On va vous demander d'écrire exactement le truc qui, si vous le tapiez exactement pareil sur Mister Python, ça marcherait, quoi. Donc faut pas être, je sais pas, feignant ou se dire non mais c'est bon, ça va. Il faut exactement écrire les trucs comme il faut. Alors évidemment, on peut commettre des erreurs. Moi-même, des fois, j'oublie un petit truc, mais l'important, c'est de pouvoir se relire ensuite et se corriger. Ok, donc là, on est bon sur la fonction reste, on avance. Ça va, vous aviez recopié? Attends, je reviens en arrière. C'est recopié, c'est... Bon, les asserts, c'est pas... Si vous avez recopié la fonction, après, vous êtes bon. Les asserts, vous pouvez les réinventer. Question 2. Donner une définition de la fonction est divisible, qui étant donné un entier naturel A et un entier naturel B non nul, renvoie vrai si A est divisible par B et faux sinon. Alors, si je reprends la question précédente, bon. Là, ils nous disent plus que... bon. On fait PCM, ok. Bon, bah, c'est parti. Là, je passe dans les rangs, on va regarder. Donc déjà, d'après les petits exemples qui sont là, on sait que c'est une fonction qui prend combien de paramètres? 2. Hein, et ça renvoie quel type de résultat? Un booléen, hein, ça renvoie des false ou des true, donc ça renvoie un booléen. Donc là, on lui donne une définition de la fonction est divisible. Des fois, vous verrez donner une définition du prédicat est divisible. Un prédicat, ça veut juste dire fonction qui renvoie un booléen. Donc des fois, vous verrez aussi cette terminologie. C'est parti, on écrit. Il faut éviter ce genre d'automatisme parce qu'on vient de dire il y a une seconde que ça renvoyait. Je t'écoute. Ça renvoie quoi comme type de résultat, d'après les exemples? False et true, c'est des nombres? C'est des quoi? Des booléens, oui, tout à fait. Essaye de le faire par analogie. Essaye de voir un peu ce qu'il y a de commun et puis récupérer par analogie un peu le truc. Ok, c'est parti, on avance, pas de temps niaiser là. Ça c'est correct, ouais. Et je teste dont tu parles? Non, c'est la définition. Ah, la définition, oui, c'est correct. Ok. C'est quoi ça? Non mais oui, double égal et pas égal tout simple, hein. Oui, mais alors, tu sais, si c'est dans le même exercice, on a le droit de réutiliser les résultats précédents. C'est même recommandé, ça nous permet de faire pas mal d'économies. Et puis ça nous permet aussi que si la question 1 était fausse, on a quand même droit d'utiliser comme si elle était juste dans la question 2. Si j'appelle la fonction de la question 1 dans la question 2, même si dans la question 1 je l'avais fait fausse, bah si je fais bien le truc dans la question 2 en appelant la fonction correctement, en supposant que la question 1 avait été bien faite, et ben tu auras tous les points pour la question 2. Donc c'est vraiment ultra recommandé de réutiliser les résultats précédents quand c'est possible. Si tu écris if R, est-ce que R c'est un booléen?
Non, je sais pas, tu as peut-être fait du C, mais là, c'est pas possible. On peut pas écrire ça en Python. Ouais, il faut écrire les defs, Coco, hein, quand même. Ah, si, donc là, c'est l'autre solution. Ouais, j'ai fait trop. Mais la plus simple, elle est pour moi. Oui, parce qu'il vaut mieux réutiliser. Voilà, donc par analogie, c'est ça. C'est juste le petit retour là qui est un peu différent. Hein. Mais c'est toujours petite flèche. Après, il faudra juste écrire comment s'appelle le type a priori booléen. Alors, toujours pas de questions dans le chat. Il y a 5 personnes maintenant dans le chat. Une personne de plus qui s'est levée. Alors, tac, est divisible. Alors, toujours pareil. Hein. Alors, c'est la question 2. Def, avec un D minuscule. Je sais pas combien de fois je l'ai répété. Je sais pas pourquoi vous continuez de le faire. Avec des majuscules. Alors, est underscore divisible. Donc ça prend un entier A, je sais pas, je me plante, A de type entier, B de type entier, petite flèche, et là on a dit que ça renvoyait un booléen, donc bool. On n'oublie pas les 2 points. Je décale pour écrire tout ce qu'il y a dans la définition. Et elle commence par quoi la ligne qu'on va écrire ici? Par non, pas if, return. Return de reste de A par B. Ah, j'ai pas écrit les préconditions. Mais vous avez déjà vu que j'écrirai ça. Donc regardez-le bien. On va revenir dessus. Alors, j'ai encore oublié ma docstring. Précondition, c'est la même que tout à l'heure. A doit être supérieur ou égal à 0 et B doit être strictement supérieur à 0, etc. Retourne blablabla. Et là, return. Return, qu'est-ce que j'avais dit? Reste de A par B égal à 0. Donc ça veut bien dire que A est divisible par B. C'était bien ça la question. On trouve si A est divisible par B. Ouais, c'est dans le bon sens. Bon, alors ça se voit que vous n'êtes pas allé voir mon cours à distance que je fais le lundi pour les BGC. Hein, où j'ai bien expliqué. Alors je sais pas si j'avais pas déjà. Si, bah, je vous ai déjà expliqué ça il y a 2 semaines là. Je vous ai dit ça. If compte 2 points return true else return false. Ça c'est interdit ça. J'avais déjà expliqué ça il y a 2 semaines. Donc ça, vous perdrez des points si vous écrivez des trucs comme ça. Pourquoi? Parce que ici, la condition quand elle va être évaluée, soit elle vaut true, à ce moment-là, vous allez retourner true, soit elle vaut false, à ce moment-là, vous allez retourner false. Donc en fait, ce que vous allez retourner, c'est la valeur de conde. Donc écrivez directement return conde. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça ici. Là, si conde, c'est reste de AB égal à 0. Le truc, c'est que si ce machin-là, il est vrai, vous allez retourner vrai. Si ce machin-là, il est faux, vous allez retourner faux. Donc autant retourner directement le machin, puisqu'il a exactement la même valeur. Ça, tu as compris ou pas? C'est bon, hein, il n'y a pas de souci. Parce que je te vois, on dirait que t'as bugué. C'est bon pour tout le monde? D'accord, donc ça, et pareil, s'il y a false et true, s'ils sont inversés ici, c'est interdit aussi. Pourquoi? Parce qu'on peut faire plus simple en faisant note, return note de la condition. D'accord? Donc retenez bien ça, ou regardez la vidéo de la dernière fois, dans laquelle j'avais déjà expliqué longuement. Alors les petits tests, qu'est-ce qui est divisible par quoi? Hein, alors les tests, ils sont au même niveau hein, que les defs. Hein. Là, c'est décalé parce que c'est à l'intérieur de la définition, mais là, on a terminé la définition, donc les asserts, ils sont ici. Alors, est divisible. 155 par 5, donc ça c'est vrai. Donc on n'écrit pas égal true.
Pourquoi on n'écrit pas égal true? Parce que si le machin ici il est true, et true égal true, c'est true. Hein. Et puis si le machin il est false, false égal true, c'est false. Hein. Donc en fait, la valeur de vérité de ce machin-là est exactement la même chose que la valeur de vérité de ça égal true. Donc n'écrivez pas égal true. Laissez juste le truc tout seul, ça suffit. Bon, on va écrire un où ça devrait être, il devrait être faux. Assert est divisible. Bon, par exemple, je vais prendre 7 par 3. Ça, c'est faux, ça. Donc, je vais pas écrire égal false. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre note devant, j'avais laissé un espace astucieusement pour pouvoir l'écrire. Hop, je vous laisse recopier ça rapidement. Donc, deux tests comme ça me suffit. Bon, après, on pourra en faire... on pourrait faire un petit test là. Que 0 est divisé par n'importe quoi. 42, par exemple. Alors, dans cette question-là, il vous disait pas, vous n'avez pas le droit d'utiliser inférieur, je sais pas quoi. Donc, on pouvait utiliser la fonction précédente. A priori, d'après l'énoncé, c'était pas interdit d'utiliser modulo aussi. Hein. Si vous utilisez modulo, c'était A modulo B. C'est comme ça que vous ferez en général. Hein. Et vous aurez un truc de divisibilité à tester. Hein. Pour tester que A est divisible par B, vous écrivez A modulo B égale 0. Hein, ça, c'est la deuxième possibilité. Et en dehors de cet exercice, évidemment, c'est évidemment comme ça que vous l'écrirez. Hein. Deuxième option. Mais non, vous écrivez pas les deux lignes. Hein. J'en profite pour dire, effectivement, on met jamais de return l'un en dessous de l'autre. Hein. Ce return, ça veut dire sortir, retourner la valeur, et donc je m'en vais de la fonction. Donc, à partir du moment où il écrit return, tout ce qui est en dessous du return au même niveau, c'est jamais exécuté. Hein. Donc on peut le faire. Moi, j'écris l'un en dessous de l'autre avec une autre couleur pour bien montrer qu'en fait, c'était juste ça ou ça que vous écrivez. À plusieurs endroits, oui. Mais si j'écris return quelque part, au même niveau, si j'écris un autre truc au même niveau en dessous, ce truc-là ne sera jamais exécuté. Mais s'il est dans un if, il n'est pas au même niveau. S'il y a un else. Ah non, on peut pas retirer deux choses. On peut pas retourner deux choses. Quoi. Pour l'instant, parce qu'on n'a pas les structures de données. Donc non, on renvoie toujours qu'une seule chose. Hop, question 3. Retourner la définition de la fonction PPCM qui, étant donné deux entiers naturels A et B non nuls, renvoie le plus petit entier naturel non nul qui est multiple commun à A et B. Bon, la première chose, à chaque fois que vous avez un problème comme ça, c'est vous demander est-ce que moi je sais le faire. Qu'est-ce que vous savez le faire? Et si vous savez le faire, bah, vous pouvez réfléchir un petit peu, trouver une méthode pour le faire. Et quand vous savez le faire sur votre brouillon, sur n'importe quel, refaire ces exemples-là et retrouver les valeurs attendues sur votre brouillon, hein, il n'y a plus qu'à décortiquer ce qui s'est passé dans votre tête pour savoir c'est quoi les répétitions que vous avez faites dans votre tête pour obtenir le résultat. Donc le plus petit multiple commun, oui, tu as une idée? Ah, tu parles de nombre en fait. Hein. Oui, ok. Alors le premier nombre, tu le... Ouais. Alors là, les exemples sont... Alors on me dit, on prend le premier nombre, on l'additionne à lui-même jusqu'à voir si on tombe sur le deuxième, c'est ça? Ouais, mais sur un multiple, mais comment tu sais que c'est un multiple, que tu es tombé sur un multiple? Ah, qu'il y a une divisibilité? Alors là, tu es peut-être un peu influencé par le fait que les nombres, ils sont à chaque fois classés dans un certain ordre, alors qu'il n'y a aucune raison. Hein. Là, dans les exemples, le plus petit est toujours en premier, le deuxième plus grand, mais il n'y a aucune raison que ce soit dans ce sens-là. De quoi? Si tu prends 8, alors c'est quoi ta méthode, quoi? Donc je prends 8 et j'en fais quoi? 8, je l'additionne à lui-même. Donc
Je pars de 8, après j'ai 16, c'est ça? Bah, c'est-à-dire que si je le... Alors, et à chaque fois on l'additionne avec lui-même, ça fait 32 ensuite? Ou on l'additionne, ok, on l'incrémente. Donc oui, bah alors au bout d'un moment tu vas faire 6 fois 8, mais 6 fois 8 il sera divisé par 8. Oui. Qu'est-ce que ça va m'apporter comme information? Donc là tu as 24, et là il est divisible par 6. D'accord? Et donc ça nous dit que c'est quoi le plus petit multiple commun? C'est 6. Ah, oui d'accord, ok. J'étais parti dans une autre idée. Alors, mais tu pars... Ah, d'accord, et moi mon objectif c'est si tu le fais dans l'autre sens. Donc si tu veux dans l'autre sens, tu pars de 6, tu l'additionnes à lui-même. Ok, d'accord. Hop, et donc là c'est le plus multiple commun. D'accord, et donc on va faire la même chose pour lui, là, 12. 36. Bon, là, on sent que... Il va falloir multiplier quand même pas mal souvent. 48, 60. Ok, ok, bon, on va l'écrire ça comme ça, alors. C'est parti, je vous laisse faire. Est-ce qu'il y avait des trucs? Est-ce que quelqu'un n'a pas compris la méthode? Et aussi à distance, si vous n'avez pas compris. Quelqu'un n'a pas compris la méthode ou pas? Est-ce que tout le monde ici aurait pensé à cette méthode? Qui n'y aurait pas pensé? Ok. Bon, alors, pour ceux qui n'ont pas pensé à cette méthode, parce que vous êtes plusieurs, s'il n'y avait pas une autre méthode, un peu plus bourrine, qui permettait d'obtenir le même résultat? Enfin, de résoudre la question. Multiplier les deux nombres. Ouais, mais ils verront pas à distance. Ok, donc ce qu'on me dit, j'ai à peu près compris, mais donc les multiplier, ensuite retrancher. Ouais, mais c'est à peu près la même méthode, quoi. On va dire que c'est une méthode qui est à peu près similaire, sauf que au lieu de monter, tu descends, quoi. Donc on va dire que c'est à peu près ça. Mais il y a quand même une méthode plus bourrine, hein, et beaucoup plus simple que même ce qu'on vient de dire ici, là. Beaucoup plus simple que ce qui est écrit en vert. Je cherche le plus petit nombre qui est à la fois multiple de A et B. Oui. Oui, mais là, c'est peut-être un hasard, ça. Faudrait me montrer que c'est juste mathématiquement pour tout. Oui, je t'écoute, hein. Voilà. Exactement. Donc, bourrin, j'énumère tous les nombres, je les essaye tous à partir de 1, quoi. J'essaye 1 et je regarde, est-ce que 1 est divisible à la fois par A et B? Si c'est pas le cas, hop, je passe à 2. Et après, je passe à 3. Et après, je passe à 4. Donc, la méthode bien bourrine, qui est plus lente que celle-là, mais qui a bien donné le résultat. D'accord? Donc, il y a plusieurs manières de résoudre un exercice, hein. Mais dites-vous, vous, comment vous l'auriez fait, quoi. D'accord?
Bon, évidemment, je ne sais pas comment on vous a appris à trouver le plus petit multiple commun. Après, peut-être en décomposant le nombre en ses facteurs premiers, et puis ensuite regarder les. Alors ça, c'est tout de suite, si vous avez ça comme idée, vous vous dites s'il faut programmer ça, c'est mort, quoi, hein. Et puis si on vous le demandait, a priori, il y aurait eu des questions précédentes dans lesquelles on aurait fait la décomposition en facteurs premiers. Mais essayez toujours de penser ces méthodes bourrines en fait qui marchent, quoi. Vous devez avoir un nombre qui satisfait une certaine condition, bah, énumérez-les de sorte jusqu'à ce que la condition soit vraie. Et les énumérer dans quel ordre? Bah là, comme on cherche le plus petit, bah, on les cherche du plus petit au plus grand. Si on cherchait un autre truc qui était le plus grand, qui ait une certaine propriété, vous partez d'un plus grand possible raisonnable, et puis vous descendez jusqu'à ce qu'il satisfasse la condition. Donc ça, c'est pas mal d'exos, ça va vous aider, quoi. D'avoir cette astuce de se dire, je fais bourrin, il doit vérifier une condition, c'est pas grave, je les essaye tous, et puis on verra bien. Puisque là, pour l'instant, on vous demande pas de faire forcément efficace, quoi. Sauf des fois, c'est précisé dans la question, mais si on vous demande pas de faire efficace, c'est pas la peine de faire efficace. Il faut faire juste un truc qui marche, quoi. Même s'il est lent, il faut qu'il marche. Bon, on est parti. Alors, question 3, PPCM. Alors, def, avec une minuscule. PPCM qui prend un A entier, un B entier, qui renvoie un entier, 2 points. Alors, il faut des entiers naturels A et B non nuls. Donc, les conditions, ça va être A strictement positif et B strictement positif. Précondition. A strictement positif et B strictement positif. Retourne le PPC plus petit comme un multiple de A et de B, blablabla. Alors, je vais faire ma méthode bourrine. Et puis on va peut-être voir l'autre rapidement. Alors, ma méthode bourrine, c'était, je dis que je les essaye tous. Donc, je vais déclarer une variable que je vais appeler res, par exemple. Vous l'appelez comme vous voulez. Donc, c'est un entier. Et initialement, je vais lui donner la valeur. Ah, bah, c'est là, tu cherches le plus grand comme un multiple, hein. Non, moi, je vais partir de 1, parce que je cherche le plus petit, donc je vais l'augmenter. Oui, enfin, t'es encore dans ton idée, hein. Donc, je pars de 1 et je vais dire, tant que... Alors, c'est quoi ma condition? Je veux que le nombre reste que j'ai trouvé, il vérifie quoi? Je veux qu'il soit divisible par A et qu'il soit divisible par B. Donc, tant que est divisible reste par A et est divisible res par B. Ah non, tant qu'ils ne le sont pas. Alors, il va falloir faire de la place. Hein, c'est tant qu'ils ne sont pas divisibles. Alors, comment je vais régler mon petit problème? Je vais écrire petit. J'utilise mon blanco comme vous. Hop. Le Y, je vais un peu plus petit, hein. Alors, tant que note est divisible, on note. Il y a des espaces, hein, entre les différents mots. Donc, tant que res n'est pas divisible par A ou que res n'est pas divisible par B, du coup,
Et ça veut dire, quand j'écris cette condition-là, ça veut dire que quand je vais sortir de la boucle, cette condition-là sera, je sortirai quand elle sera fausse. Alors, c'est quoi la négation d'une expression logique comme ça? Si c'est la négation d'un ou, la négation, ça va être un et les notes, ça va devenir des, ils vont disparaître. Donc, la négation de ça, le contraire, entre guillemets, de ça, c'est res est divisible par a et res est divisible par b. D'accord? Et donc, quand je prends le contraire, c'est res n'est pas divisible par a ou res n'est pas divisible par b. Hein. Donc, pensez quand vous passez à la négation, les et se transforment en ou et les ou se transforment en et. Et ceux qui avaient des notes, les notes disparaissent. Et ceux qui n'avaient pas de notes, il y a un note qui apparaît. Donc, ça, on est bon. Sinon, il y avait une autre manière de... Ouais, on verra après les autres manières. Donc, tant que ça, c'est comme ça, 2 points, bah, qu'est-ce que je fais? Bah, je raise, je l'augmente de 1. Là, je les essaye tous. Et normalement, à la fin, quand je sors, c'est que j'ai trouvé un nombre raise qui vérifie ce qu'il faut. Donc, return raise. Alors, il y avait une autre manière d'écrire cette condition-là. C'est là si vous avez un peu du mal avec. Je sais que je veux sortir quand res est divisible par a et quand et aussi en même temps quand res est divisible par b. Mais la condition, c'est que je continue tant que... voilà, là, ce que je viens de dire, c'est quand est-ce que je veux sortir. Je veux sortir quand res est divisible par a et aussi res est divisible par b. Alors, si ça, c'est la condition de sortie, la condition du note, ça va être note de, et là, vous écrivez votre condition de sortie. Je veux sortir quand est divisible res par a et est divisible res par b. Voilà, je ferme la parenthèse du note. D'accord? Donc, quand vous avez en tête une condition de sortie de la boucle, je veux arrêter la boucle à cette condition-là, et ben dans le boucle vous écrivez un gros note de votre condition qu'elle a et c'est bon, vous êtes bon. D'accord? Bon, pour avancer un petit peu, je vais pas corriger ton idée qui était très bonne, qui était l'idée ici là de ces suites-là. Je vous invite à aller le tester en exercice. Hein. Le tester sur Mister Python pour bien vérifier qu'elle marche aussi. Quoi. Bon, alors il y aurait les asserts qui correspondent, on pourrait faire les asserts qui correspondent à ces exemples-là. Question 4, effectuer la simulation de la boucle pour l'application de PPCM 6-8 pour A égale 6 et B égale 8. Donc moi je vais le faire sur mon exemple là. La simulation de la boucle. Alors la simulation de la boucle, vous en avez fait en cours ou pas? Alors il faut, c'est écrire un tableau. Un tableau avec les... voilà, regardez aussi parce que vous avez des corrigés, d'exercices corrigés dans lesquels il y a ces tableaux-là qui sont dessinés, dans lesquels on vous explique quoi. Donc, on va faire un tableau dans lequel on va regarder l'évolution des variables de la variable res. Est-ce que je l'écris derrière? Bon, hop. Question 4. Alors, je sais plus ce qu'on écrivait là. Alors, tour de boucle. Et en fait, là, nous, on n'a qu'une seule variable, c'est res. Peut-être qu'avec ton exemple, ça aurait été plus intéressant. Alors, on commence par regarder à l'entrée de la boucle. Combien vaut res à l'entrée de la boucle? D'après ce qu'il y a là, avant de rentrer dans la boucle, res vaut 1. Donc, j'écris la valeur de res ici, res vaut 1. Donc, comme res vaut 1, je vais tester la condition. Alors, c'était, il nous demandait avec 6 et 8. Hein. Je vais noter A égale 6, B égale 8. Hein. Juste pour l'avoir sous les yeux. Donc là, elles vont jamais changer, donc je les mets pas dans mon tableau. Alors, la test avec 6 et 8.
Le test à chaque fois, c'est est-ce que res n'est pas divisible. S'il y en a un des deux qui n'est pas divisible par. Enfin, si res n'est pas divisible par un des deux. Ici, 1 n'est pas divisible par 6, donc déjà, on peut tout de suite faire un tour de boucle. Hein. Alors, à la fin du tour 1, du coup, comme je suis rentré dans la boucle, la condition était. Oups, je avance un peu vite. Là, comme la condition de la boucle était vraie ici, je suis rentré là dans la boucle et j'ai effectué res égale res plus 1. Donc res, il valait 1, plus 1, ça fait 2. Je le restocke dans res, maintenant res vaut 2. Je reteste ma condition. Voilà, on imagine, je ne vais pas retourner à chaque fois sur le code à chaque fois, mais on se demande à chaque fois est-ce que 2 est divisible par 6 et c'est divisible par 8. Bon, déjà, il n'est pas divisible par 6, donc c'est réglé. Donc j'effectue le contenu de la boucle. Le contenu de la boucle, il fait res égale res plus 1. Donc à la fin du deuxième tour, maintenant res vaut 3. Troisième tour, res vaudra 4. Bon, alors moi, mon truc, il va être un petit peu long, hein, mais c'est quoi le plus multiple commun, plus petit multiple commun? C'est 24, oui. 5. Bon, il y a un moment où on va arriver à res qui vaut, en tour de boucle, il va arriver, il vaudra 24. À quel niveau? Au 23e tour de boucle. Voilà. Donc il vaudra 24, et 24 quand il va refaire un tour de boucle, donc là, il va retester la condition, et là, il verra bien que 24 est bien divisé par 6, et 24 est divisé par 8. Et donc là, ça va être la sortie. Quoi. À la fin du 23e tour, on sort. Bon, alors évidemment, je pense que peut-être que l'exercice se prêtait mieux avec ta solution que tu avais proposée là, où on additionne, on additionne on fait les multiples successifs du premier nombre pour tomber sur le second. Et à ce moment-là, il y aura moins d'étapes, quoi. Bon, si on imagine qu'on l'avait écrite, ce truc-là, ça nous aurait donné quoi comme tableau? Tour de boucle. C'est juste là, on l'imagine, hein, parce que là, on n'aura pas le code sous les yeux. Hein. On imagine qu'on a écrit le code. Enfin, le code, a priori, il n'est pas compliqué. Hein. C'est juste que. Bon, je vais l'écrire là. C'est qu'on change juste l'initialisation qui est là par A, et là, on écrit à chaque fois res égale res plus A. Ouais, bon, c'est juste ça la différence. Et après, la condition, a priori, c'est la même, sauf que dans la condition, il y a un truc, c'est même pas la peine de le vérifier, c'est que res est divisible par A, parce que c'est évidemment par construction, il est toujours divisé par A. Donc, on pourrait virer cette partie-là, quoi. Et dire seulement while not est divisible res par B. C'est ce que tu avais écrit du coup? Ouais. Donc, si on a ça, bah, c'est parti. Notre simulation, c'était à l'entrée, res il vaut 6. Bon, il peut rentrer dans la boucle parce que 8 n'est pas divisible par 6. Pardon, 6 n'est pas divisé par 8. T'as rien dit? Non. Donc je répète pas ce qu'il a dit pour le chat, pour les gens à distance. Ok, donc on rentre dans la boucle, on fait res égale res plus A, donc maintenant il vaut 12. Voilà, est-ce que 8 divise 12? Est-ce que 12 est divisé par 8? Non. On fait un nouveau tour. À la fin du tour 2, j'ai fait res égale res plus 6, donc il vaut 18. Est-ce que c'est divisible par 8? Non, donc on fait un tour de plus. À la fin du troisième tour, j'ai 24. Est-ce que 24 est divisé par 8? Oui, donc là je sors. Et le résultat que je renvoie, c'est je retourne reste, donc je retourne 24. Donc là, beaucoup plus rapide. Tac, suite de Fibonacci. Je vous laisse
recopier ça si vous n'avez pas eu le temps de le faire. Peut-être que vous voulez que je vous remette le code avec la deuxième solution. Vous me demandez, hein, si vous voulez que je change d'écran, je le fais. Ça veut dire quoi, calculer les paramètres? On n'a pas le droit de les modifier, tu veux dire? Le modifier. Non, c'est juste, c'est comme ça, quoi. C'est comme ça, c'est une règle. Pourquoi? Bah, c'est juste pour des raisons pédagogiques. Mais il n'y a rien à comprendre, quoi. On le fait pas, point barre, quoi. Comme on n'écrit pas les majuscules à def, hein, parce que ça marche pas. Il y a des règles, on les applique. Alors, la suite de Fibonacci, qui est définie ainsi. Bon, alors, il y a plusieurs manières de définir la suite de Fibonacci, hein, c'est pas hyper important. Là, c'est l'initialisation avec 0 et 1, pourquoi pas. Et en fait, là, comment on lit ça? C'est que chaque terme de la suite de Fibonacci est calculé comme étant la somme des deux précédents. Donc, là, vous voyez, ici, les termes sont les suivants. Bah, c'est facile d'écrire ce tableau-là. On a les deux premières valeurs 0 et 1 qui sont écrites ici. Et à chaque fois pour le suivant, je fais la somme des 0 plus 1, ça fait 1. Donc j'écris le 1 ici. 1 plus 1, ça fait 2. J'écris le 2 ici. 1 plus 2, ça fait 3, etc. Donc si on voulait continuer, là, si je voulais calculer F9, voilà, bah je ferais 13 plus 21, ce qui ferait 34. Et si je veux calculer F10, bah je fais 34 plus 21, ça fait 55, etc. Vous voyez bien le mécanisme. Donc là, c'est vraiment typiquement le truc là où je vous dis là, ça, là, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez dire je sais le faire. Donc comme vous savez le faire, après on va pouvoir éventuellement s'intéresser à comment le coder. Mais quand je vous dis il faut que vous sachiez le faire, c'est ça, quoi. C'est qu'au bout d'un moment vous sachiez compléter les termes de la suite, quoi. Donc il serait utile de séparer les cas n égale 0 et n supérieur égal à 1. Ouais, je sais pas pourquoi, mais oui, pourquoi pas. On pourrait également avoir besoin d'une variable temporaire temps pour stocker le résultat intermédiaire. Pourquoi pas? Bon, vous retenez ça. Il serait utile de séparer cas n égale 0 et n supérieur égal à 1. Oui, non, mais pour ça. Mais a priori, là, il parle de la fonction. Donc la fonction, il faut qu'elle réponde pour 0 et 1. Alors, tiens, on me pose une question. Quels sont les exercices prévus pour le TME d'info aujourd'hui? Tu veux les commencer en avance, tu veux pas suivre le cours? Faudrait que je regarde, mais j'ai pas le cahier sous les yeux. A priori, on fera le dernier exercice qui est prévu pour le TME. Le lancer de dés, hein. Donc on va faire l'exercice 3,8. Mais avant, on fera l'approximation de la racine carrée, le 3,7. 3,7, 3,8. C'est ce que j'ai prévu. Mais tu sais que tu peux les faire tous en TME. Tous. Je vous invite à... Oui, je vous ai déjà donné le secret des gens qui réussissent l'UE, ils codent chez eux. C'est un secret bien gardé. Parce que peu de gens sont au courant, donc peu de gens codent chez eux, donc ils se plantent. Alors qu'en réalité, c'est aussi simple que ça, quoi. C'est que de la pratique. Hein. C'est pas aller relire son cours, ça sert à rien. Hein. C'est une perte de temps. Lire des exercices, c'est pas ça qu'il faut faire. Hein. C'est pas la bonne méthode. La bonne méthode, c'est vous mettre devant un ordi et essayer de refaire les exercices. Quoi. Pas les apprendre par cœur, refaire les exercices. Et c'est à force de pratique et ça prend du temps. Ça prend du temps, forcément.
Alors la question, c'est proposer une définition de la suite de Fibonacci qui s'appelle Fibonacci. Ben, c'est parfait. Alors, on va déjà écrire le plus simple, hein, c'est que la spécification, ça on peut toujours l'écrire, et même on n'a pas le temps de niaiser, on écrit la spécification tout de suite, sans perdre de temps. On réfléchit pas 3 heures à savoir comment je vais l'appeler, parce que c'est déjà écrit dans l'énoncé. Elle s'appelle Fibonacci. Elle prend combien de paramètres? C'est une suite, donc il y a juste besoin de la valeur de n, le rang n, et puis elle va nous, qui est un entier, et elle nous donnera a priori un résultat qui, la suite de Fibonacci, c'est que des valeurs entières aussi. Hein. Précondition, hop. Bah, c'est une suite définie pour tous les n, pour les entiers naturels n, hein, n supérieur ou égal à 0. Voilà, donc on voit la ligne entière de la suite de Fibonacci. Oui. Oui, il voudrait qu'on sépare, oui, c'est écrit dans l'énoncé, mais moi, pour l'instant, je ne sais pas si j'ai envie de séparer le cas bidule du cas machin, parce que je ne sais toujours pas ce que j'ai écrit. Je n'ai toujours pas décidé. Et il dit, ça serait bien d'introduire une variable temporaire. Bon, quand vous avez toute votre suite de Fibonacci comme ça, à chaque fois pour calculer le terme suivant, vous avez besoin des deux précédents. Est-ce que vous avez besoin encore des précédents qui sont encore? Non. Bon, là, donc là, quand on écrit tout ce tableau-là, on conserve toutes les valeurs, mais en réalité, on n'a jamais besoin de conserver toutes les valeurs. À chaque fois que j'écris un nombre ici, quand j'écris le 55 ici, une fois que j'ai écrit le 55, je peux oublier le 21. D'accord? Donc, au fur et à mesure que je calcule, donc 0 et 1, je calcule le 1, je peux oublier ce 0 là. 1 et 1, ça fait 2, je peux oublier ce 1 là. D'accord? Donc en réalité, il suffit de conserver deux variables que je vais ajouter. Je vais en trouver une troisième et je me débrouille pour les changer. Donc une autre manière d'écrire ça, la suite de Fibonacci, c'est l'écrire peut-être en colonne ici. On commence avec, bon, il s'appelle, ouais, avec un A et un B comme ça. Au début, ils valent 0 et 1. Donc là, je fais juste, j'ai une mémoire à 2 cases, moi. Je peux pas retenir plus que ça. Peut-être 3 cases, hein, pour l'intermédiaire. Donc j'ai 0 et 1. Comment je calcule? À la fois suivante, je voudrais avoir quoi? Juste mettre décalé d'un cran. Alors, A valeur B, oui, donc le 1 ici, je vais le déplacer ici. C'est ça. Et je prends lui, avec un plus. Et là, ça va faire 1. Ah, mais il faut faire gaffe, en fait, hein, parce que là, on est en informatique, là. Si je change la valeur de A pour lui donner la valeur de B, là, je suis coincé. Hein. Parce que là, j'ai encore besoin des... Donc, c'est là, peut-être, c'est pour ça qu'il vous dit, on pourrait avoir besoin d'une variable temps. J'entends 4, ça fait fois B, donc c'est pas ce que tu as dit, j'imagine. Temp égale à B, oui. On peut temporairement stocker, sauvegarder la valeur de B pour pouvoir écraser B et ensuite temp, on va pouvoir le mettre dedans. Donc l'idée, ça serait, donc de ce que tu m'as dit, donc temp, lui donner la valeur B, donc pour garder le B. Du coup, comme j'ai sauvegardé le B, je vais pouvoir le changer. B, on a dit qu'il valait à la fois suivante. Quand je change B en A plus B. Voilà. Et A, il doit prendre la valeur, bah, l'ancienne valeur de B, hein, donc qui n'est pas le B. Donc, comme j'ai sauvegardé, c'est là que je réutilise le temps. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va écrire là, donc c'est ce qu'on va faire à chaque fois. Il y a une manière de faire sans le variable temp. Il n'y en a pas besoin à condition qu'on change les formules. Hein. À ce moment-là, si tu n'as pas de temp, B égale A plus B. Donc là, on a changé le B. Et ensuite, A égale
Bah, faudrait écrire B-A, parce que comme B, là, il est plus grand d'un cran de plus, faudrait écrire... vous êtes d'accord? On va pas le faire comme ça, mais ça demande une petite réflexion mathématique qu'on peut s'épargner. Mais effectivement, là, comme on a changé la valeur de B en lui incrémentant A, si là, en A, je veux mettre l'ancienne valeur de B, il faut que je retire A, quoi. Donc je fais A égale B-A. Et du coup, j'ai pas besoin de la variable temps. Mais on va faire comme ça. Temp égale B, B égale A plus B. Je vais écrire là, ici, je vais commencer donc on va écrire, on va déclarer la variable ici. J'aurai un temps que ici. Là, j'aurai un temp égale A. Non, c'était B ou A. Non, je sauvegarde B, B égale A plus B. Attends. Alors, ensuite, parce que je recopie déjà ce que j'ai fait. B égale A plus B. Et ensuite, le nouvel A égale temp. Voilà. Donc j'aurai une condition à écrire aussi ici. Tu aurais pu me dire aussi que j'ai oublié d'écrire la condition. Bon, et les deux déclarations qu'on doit faire, effectivement, A, initialement, il doit valoir 0, 1. Et B, initialement, il doit valoir 1. C'est les deux premiers termes de ma suite. Hein. Et il me faut un autre compteur aussi. Parce que n, on n'a pas le droit de le modifier. Je pourrais faire n diminue et tout ça, quoi, mais on n'a pas le droit. Donc je vais prendre un compteur i aussi. Et ma condition, ça va être tant que i est strictement inférieur à n. Donc, si je pars d'un i qui est égal à 0 et tant que i est inférieur à n, on va faire combien de tours de boucle? Exactement n. D'accord? Sinon, l'autre solution, si vous écrivez i, vous l'initialisez à 0, vous écrivez i inférieur ou égal à n, et là, il va bien faire n tours aussi. Hein. Si vous voulez faire n tours de boucle, vous devez soit 0 est strictement inférieur, soit vous mettez 1 et inférieur ou égal. Alors, donc si on cherche 0, il va faire 0 tour de boucle. Si n égale 1, il va faire 1 tour de boucle. Si n égale 2, il va faire 2 tours de boucle. La question à la fin, c'est qui je retourne? A ou B? Bon, alors vous allez me dire une chance sur deux. Donc je vais pas attendre que vous me donniez une réponse juste pour tomber dessus par chance. On va essayer de raisonner. On va déjà regarder. On va essayer qu'il donne les bons résultats dès le début. Hein. Donc je veux déjà qu'il donne le bon résultat pour 0. Donc quand n égale 0, il fait combien de tours de boucle? Bah, aucun tour de boucle, donc il rentre jamais dans la boucle. Donc ça veut dire que A vaut 0 et B vaut 0. Et on voudrait qu'il renvoie 0. Donc on voudrait qu'il renvoie du coup le A. Bon, alors on va mettre A. Là, ça marche pour 0. Hein. On va maintenant vérifier si ça marche pour les autres. D'accord? Mais on veut que ça marche pour tous. Donc de deux choses l'une, hein. soit ça continue de marcher, on va être content, soit ça marche plus. À ce moment-là, ça veut dire qu'il y a un cas particulier, il y a un truc bizarre. Quoi, hein. Donc il faudra peut-être distinguer, mettre un if, je ne sais pas quoi. Bon, spoiler, ça ne sera pas le cas. Donc si maintenant n ici vaut 1, je vais faire un tour de boucle. C'est-à-dire que A, il va aller 0, 1 au départ. Au cran suivant, A vaut 1 et B vaut 1. Vous êtes d'accord? C'était ce que j'avais écrit là.
Au cran suivant, j'ai changé et A vaut 1 et B vaut 1. Si je retourne A, je renvoie 1. Donc c'est bon, c'est la bonne valeur. Bon, alors pour l'instant, comme il y a plusieurs 1 et tout ça, ça ne nous aide pas beaucoup. Donc maintenant, si n égale 2, on fait 2 tours de boucle. Donc le premier tour, on l'avait fait ici. Et le deuxième tour, il va donner quoi? Je vais l'écrire en jaune ici. Bah, B, A, il va prendre la valeur de B, et 1 plus 1, ça va faire 2. Et moi, pour le... Là, on est en train de faire 2 tours, là. Ouais, on est en train de faire 2 tours. Et pour 2 tours, ici, je veux que ça me renvoie 1. Et A, ça va bien renvoyer le 1. Si je fais encore un tour de plus, ici en jaune, là, donc lui, il va aller là, 2, et puis l'addition des trucs, ça fait 3. Pour 3 tours de boucle, je veux qu'il renvoie 2, et je renvoie A. Donc on est bon. D'accord? Donc il a toujours un d'avance, mais c'est pas très grave, il en calcule toujours un d'avance, mais a priori, dans A, on a toujours le bon résultat. Le problème, c'est que si vous renvoyez B, il va falloir faire un tour de boucle en moins, mais à ce moment-là, vous ne pourrez pas faire pour 0. Quoi. Vous aurez un problème avec 0. Quoi. Parce que 0, il ne vous renverra pas 0. Quoi. Il faudra faire un cas particulier pour 0, alors que c'est plus compact comme ça. Bah, parfait. Ça vous va comme solution? Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, pendant que tu poses ta question, moi j'écris des asserts. I égale 0 strictement inférieur à n, ça fait bien n tours de boucle. Non, il n'est pas initialisable, effectivement. Alors, il y a certes Fibonacci. Donc, les tests minimaux à faire pour Fibonacci, c'est évidemment les tests qu'on a fait. Pour 0, trouver 0. Oui, tout à fait. Donc, on me dit qu'il manque I égale I plus 1, ce qui est tout à fait correct, que je vais rajouter ici. D'accord? N'oubliez pas I égale I plus 1. Sinon, ça veut dire qu'on ne sort jamais de la boucle. Hein, parce que comme il ne va pas bouger, j'ai été un peu trop vite. Assert. Je ne m'étais pas encore relu. Donc là, on va prendre un assez gros. Alors, F10, c'est 55. Ça paraît pas mal, ça. Voilà, mon petit jeu de test, qui n'était pas demandé, mais je le fais quand même. Voilà. Donc ça, des petits trucs comme ça, les plus 1 que moi j'oublie, par exemple, là, je l'aurais retrouvé soit en refaisant la simulation, je sais pas s'il demande la simulation après, ou sinon en me relisant, il faut se relire ensuite, quoi, et puis retrouver ses erreurs. C'est pas vous l'avez écrit une fois que c'est bon. Quoi. Donc là, justement, il nous demande de faire la simulation. Donc là, moi, si j'avais fait la simulation, là, je me serais rendu compte que j'avais oublié I égale I plus 1. Et donc, je me serais corrigé. Effectuer la simulation pour de la boucle du cas n supérieur à égal 2 pour Fibonacci de 8. Je comprends pas pourquoi ils disent du cas supérieur à égal à 2. Whatever. On va faire Fibonacci de 8. Combien vaut F8? Je crois qu'on l'avait déjà calculé tout à l'heure. Ah non, il vaut 21, donc c'est déjà ça. C'est bizarrement posé comme question, parce qu'a priori, bon, on a déjà la réponse. Bon, alors Fibonacci de 8, donc simulation de la boucle. Donc comme d'habitude, vous faites un tableau. Question 2. Un petit tableau avec tour de boucle. Et les variables qui sont les différentes variables que vous allez qui sont modifiées dans la boucle. Qui est modifié dans la boucle? I, oui. Qui d'autre? A et B. Et la variable temps, de toute façon, elle n'existe que temporairement. Donc, on peut la mettre aussi. Hein. Mais elle n'est pas conservée d'un truc à l'autre. Elle est juste affectée. Est-ce que c'est bien de vous montrer le temp? Bon, on va le faire quand même. Alors, à l'entrée de la boucle, vous avez le code sous les yeux, parce que vous voulez recopier. Combien vaut I avant de rentrer dans la boucle? I vaut 0. A,
0, B, il vaut 1, et le verbe temporaire, ça n'existe pas. Premier, alors évidemment, je rentre dans la boucle, hein, parce que c'est la condition, c'est tant que I est strictement inférieur à N. Hein, et N, il vaut 8. Donc 0 est strictement inférieur à 8, donc on continue. La première chose qu'on change, c'est dans temp, on va mettre on va stocker B, donc on va mettre 1. Ensuite, ligne suivante, maintenant qu'on a sauvegardé B, B égale A plus B, 0 plus 1, ça fait 1. Et ligne suivante, A reçoit temp. Et temp vaut 1, donc A reçoit 1. Et ensuite, I égale I plus 1, hein, c'est là où on se serait rendu compte qu'on l'avait oublié, parce que sinon il serait resté à 0 tout le temps, c'est quand même bizarre ça. I égale I plus 1, hop, 1. Donc on reteste la condition pour savoir si on fait un tour de plus. Est-ce que 1 est strictement inférieur à 8? Bah oui, donc deuxième tour de boucle. Et c'est parti. Qu'est-ce qu'on fait dans un tour de boucle? Temp reçoit B, 1. B reçoit plus B, 2. A reçoit temp, 1. I égale I plus 1, 2. Ça va, je vais pas trop vite? Si? Ben on va regarder sur le troisième tour alors. I vaut 2, est-ce qu'il est strictement inférieur à... Regarde ton code en même temps. Est-ce que 2 est strictement inférieur à 8? C'est la condition de la boucle. Oui, donc je fais un tour de boucle, je vais faire le troisième tour. C'est quoi la première instruction qui est écrite? Temp reçoit A. Combien vaut A? Il est là, il vaut 1. Donc temp reçoit A, donc 1. Non, c'est B. Tu me dis oui, mais en fait, parce que moi j'ai pas le code sous les yeux, mais faut pas me, faut me dire la vérité, parce que sinon on va jamais s'en sortir. Donc c'est temp reçoit B. Donc B vaut 2, temp reçoit 2, donc maintenant temp vaut 2. Ensuite, ligne suivante, est écrit quoi? B reçoit A plus G. Dis plutôt reçoit que égal, parce que c'est pas un test d'égalité. Alors A plus 2, c'est combien? 1 plus 2, ça fait 3. Et je le stocke dans B, donc 3. Et ensuite, A, il reçoit quoi? Temp. Et temp, il vaut 2. On prend toujours la dernière valeur, hein, la valeur la plus basse dans la colonne. A reçoit 2. I reçoit I plus 1. I plus 1, c'est 2 plus 1, ça fait 3. Donc maintenant, I vaut 3. Ça va? Donc maintenant, on peut accélérer. Du coup, quatrième tour de boucle. Temp reçoit B, donc 3. B reçoit plus B, 3 plus 2, ça fait 5. A reçoit temp, donc 3. I égale I plus 1, ça fait 4. Il est toujours strictement inférieur à 8, donc on continue. Cinquième tour de boucle. Temp reçoit 5. B plus B, ça fait 8. A reçoit temp, ça fait 5. I égale I plus 1, ça fait 5. 5 est toujours strictement inférieur à 8. Sixième tour. Temp reçoit 8. 5 et 8, 13. Ensuite, on reçoit temp 8. Sixième tour. Hop, c'est toujours inférieur à 8. On continue. Temp vaut 13. B reçoit plus B, 8 et 13, 21. A reçoit temp 13. I égale I plus 1, 7. Est-ce que 7 est strictement inférieur à 8? Oui, toujours. Donc, huitième tour de boucle. I reçoit, non pas I, on commence. Temp reçoit 21. B reçoit plus B, donc ça va faire 34. A reçoit temp, donc il reçoit le 21. I égale I plus 1. Maintenant, I vaut 8. Est-ce que I, 8 est strictement inférieur à 8? Non, donc là, on s'arrête. Sortie. Et je retourne A. Donc, je retourne 21. Est-ce que c'est la bonne valeur? Oui, c'est celle qui était bien écrite dans le tableau. Alors, quand on vous demande de faire une simulation de boucle, c'est exactement ce tableau-là qu'il faut écrire.
Avec entrée, c'est combien ça vaut les variables avant de rentrer dans la boucle, et combien ça vaut à la fin de chaque tour de boucle. Et remarquez que ce que ça vaut à la fin du tour de boucle, c'est la même chose qu'au début du tour suivant. Hein. Il y a juste à tester le passage, est-ce qu'on passe vraiment avec la condition à la condition, est-ce qu'on fait un tour de plus. D'accord? Donc, vous faites entrer, vous écrivez ce qu'il y a avant de rentrer dans la boucle, et ensuite à chaque fin de tour de boucle. 1, 2, 3, 4, 5, 8. Il a fait 8 tours. À la fin des 8 tours, à chaque fois, vous avez les valeurs. Et vous mettez évidemment que les variables qui sont modifiées à l'intérieur de la boucle. Parce que les autres variables, si elles ne sont pas à gauche d'un égal dans la boucle, elles ne vont jamais changer. Donc, éventuellement, vous les écrivez au-dessus comme ça. Là, Voilà, donc c'est exactement ça qu'on vous demandera en tant que simulation de boucle. Ça va, c'est recopié? Bon, sinon, vous allez regarder la vidéo. Question 3. La suite de Fibonacci possède de nombreuses propriétés intéressantes. L'une de ces propriétés lui donne même un côté un peu mystique. Eh ben. Donc commençons par étudier cette propriété qui repose sur des divisions entre éléments consécutifs de la suite de Fibonacci. Donc on étudie la suite dk qui est juste fk sur fk plus 1, donc un terme de la suite de Fibonacci divisé par son terme précédent. Donner une définition de la fonction Fibodif qui retourne le kème terme de la suite D. Donner un jeu de test pour les 3 premiers termes de la suite. Donc là, ça ne peut pas être très compliqué. On vous donne la formule, il y a juste à appeler. Alors, il ne vous demande pas de faire efficace. Hein. D'accord? Donc on calculera 2 fois la suite de Fibonacci, c'est pas très grave. Puisqu'on aurait pu garder le code précédent, puisqu'à chaque fois on a le A et le B. Donc à la fin, ça fera un petit return à A divisé par B. Mais bon, il va falloir régler le truc, ça va être compliqué, on va pas se lancer là-dedans. Donc on a déjà écrit la suite Fibonacci, on va la réutiliser. Comme ça, on est sûr d'avoir les points par rapport à ce que je te disais tout à l'heure. Ce qu'on a fait dans la question précédente, on le réutilise, même si vous n'aviez pas fait la question précédente. Imaginons que vous n'avez pas répondu à la question 2, vous pouvez quand même faire la question 3, en supposant que vous aviez bien fait la question 2. Vous savez que vous faites comme si vous aviez écrit une fonction Fibonacci qui marche, et vous l'utilisez pour résoudre celui-là. Et donc là, cette question-là est encore plus simple que la précédente, puisqu'il suffit d'appeler Fibonacci sur la fonction Fibonacci avec comme paramètre k, divisé par le paramètre avec k-1. Alors, donc c'est une fonction qui prendra un seul paramètre, ce sera ce k. Ici, vous avez la précondition sur k qui est écrite ici. Il suffira de la recopier. Et quoi d'autre? C'est quoi le type de retour? dk, c'est des valeurs. C'est quoi comme type de valeur qu'elle prend? Alors, a priori, des floats. C'est une division, là. Je suis pas sûr que, a priori, ça tombe juste. Hein. D'ailleurs, on peut regarder. Bon, je peux regarder, mais ça va pas trop nous aider, quoi. Mais tant que je l'ai pas prouvé mathématiquement. De toute façon, 8 divisé par 5, là, par exemple, c'est déjà que ça tombe pas juste. Hein. Donc, le problème est réglé. C'est d'avoir envoyé un float. Parce que c'est pas forcément une valeur entière. Et ensuite, donner un jeu de test pour les 3 premiers termes. Ok, c'est pas. Donc là, vous voyez bien que dans la question, ils vous disent d'écrire le jeu de test. Moi, je les ai écrits à chaque fois juste pour vous apprendre. Mais il ne faut le faire que quand c'est demandé. Hein. Ok. Donc elle s'appelle comment cette suite? Fibodif. Alors, question 3. Def Fibodif. Ça prend un entier K. Je suis en train d'écrire du C. Un entier K de type int. Et ça renvoie un float. Alors attention, là, ici, la signature de la fonction, a priori, ça ne vous rapportera jamais aucun point. Par contre, si vous l'écrivez mal, ça vous fera perdre des points. Donc, ça veut dire quoi? Ça ne sert à rien de remplir en contrôle, ça ne sert à rien de remplir votre sujet juste avec juste avec la première ligne comme ça, juste avec des defs. Ça ne vous rapportera rien. Si vous écrivez def et puis pas la suite,
ça vous rapportera rien. Par contre, si vous écrivez le machin qui est avec un truc derrière et que c'est faux, là, ça vous retirera des points. Ça vous comprenez un peu la mécanique, quoi. Donc, quelque part, ça compte, quoi. Mais tout seul, il compte pour rien, en fait. Alors, précondition de l'énoncé, qu'est-ce qu'ils nous disent sur K? Précondition. K doit être supérieur ou égal à 2. Pourquoi? Parce qu'avec 1, ça va pas, parce que ça ferait... on diviserait par 0, quoi. Un premier temps. Et puis 0, ça serait même pas bon parce qu'on n'aurait pas de terme précédent. On serait bien embêté. Voilà, retourne blablabla. Hop, terminé. Et donc, ça commence comment? Le premier mot-clé qu'on va écrire. C'est qu'est-ce que je vais écrire? Qu'est-ce que je m'apprête à écrire? Quelle est la première lettre du truc que je vais écrire là? Si vous avez déjà oublié ce qu'on devait faire, on doit envoyer les valeurs de la suite D qu'il y a là. Donc j'écris ici return. On m'a dit on peut introduire des cas. Donc, oui, on peut introduire une variable temporaire pour la retourner ensuite, mais pas forcément utile là, quoi. Return Fibonacci de k-1 au numérateur, n'importe quoi, de k divisé par Fibonacci de k-1. Et là que je vous dis, même si vous n'avez pas écrit la suite Fibonacci de la question précédente, là, hop, vous écrivez ça, vous avez tous les points. Alors, il nous demande de faire 3 tests. Il ne faut pas être trop content d'avoir terminé ça et zapper la deuxième partie de la question. Alors, 3 tests sur les 3 premières valeurs, sur les 3 premiers termes de la suite. Donc, on va faire D1, D2 et D3. Alors, Fibodiff de 1, il doit valoir combien? Non, pas les 3 premiers termes, c'est de la suite, c'est à partir de 2. Je raconte n'importe quoi. On ne peut plus rien effacer. Je commence avec 2. Hop. Alors, Fibodiff de 2, c'est Fibonacci de 2 sur Fibonacci de 1. Vous regardez dans le tableau. Ça fait 1 divisé par 1, ça fait 1. Deuxième assert, Fibodiff de 3. C'est Fibonacci de 3 qui vaut 2. 2 divisé par Fibonacci de 2 qui vaut 1. 2 divisé par 1, ça fait 2. Troisième terme, assert, Fibodiff de 4. Donc c'est Fibonacci de 4 qui vaut 5, qui vaut 3. C'est bon, ça va tourner. Divisé par Fibonacci de 3 qui vaut 2. Donc là, ça fait 3 divisé par 2. Et a priori, là, ça devrait marcher, parce que comme c'est la même formule. Parce qu'il faut se méfier des égalités de flottants. Des fois, il y a des ordres arrondis, quoi. Donc voilà pour cette question. Et je regarde s'il y a encore un truc. Voici quelques tests. Ok, pourquoi pas. Et ensuite, il y avait une autre question. Ouais, montrer que ça converge vers le nombre d'or. Gna gna gna. Hop, blablabla. Ok, c'était ça la dernière question. Et après, il y a les encadrements. Bon, on a fait 2 exercices presque. On a pris... On s'est pas beaucoup pressé. Par contre, là, on va faire l'interro maintenant. Donc, hop, on range tout. Je vais couper le stream a priori. Donc, je vous remercie pour ceux qui ont suivi à distance. Vous n'avez pas été très bavards. Je vous rappelle que le TD ne sera pas répété la semaine prochaine. Là, on passe chaque semaine, c'est TD différent. Une fois à distance, une fois en présence. Donc, la prochaine fois, je vous invite à participer un peu plus. Pour le TME, vous pouvez vous connecter au Discord. J'ai envoyé le lien par Moodle hier soir. Voilà. À tout à l'heure.